Cette semaine, Passerelle vous propose de rencontrer François Berger, écrivain neuchâtelois. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Passerelle. Que ce soit dans sa profession d'avocat au barreau neuchâtelois ou dans la peau de l'écrivain, François Berger aime déchiffrer le monde qui l'entoure et explorer les confins du possible. Tantôt amant solitaire, ancienne prostituée, metteur en scène, diplomate, médecin psychiatre, ses personnages traversaient des sensations les plus diverses, sa poésie diffuse et tragique et ses récits sans frontières, au plus proche des pensées intimes, lui ont valu de nombreuses marques de reconnaissance, parmi lesquelles le prix Louise Labbé, la distinction de la Fondation Schiller et le prix Auguste Bachelin. Fidèle à son désir d'ouverture, François Berger a été traduit en italien, en grec et en roumain. Cette vie d'avocat, c'est une vie trépidante, une vie passionnante pour vous? Ah oui, tout à fait. Je crois que je n'exercerais pas ce métier si celui-ci n'était pas un métier passionnant. Je crois que je ne pourrais rien entreprendre autre que par passion. Mon activité parallèle d'écrivain, je la fais aussi par passion. Et c'est ce qui nous motive et c'est ce qui nous fait aller de l'avant. Mais en particulier dans la profession d'avocat, je crois qu'il est très important d'aimer les gens. Je crois qu'il est très important d'être indépendant et je crois que l'avocat qui ne sent pas une indépendance complète dans la mission qui lui est confiée par un client, dans les intérêts qu'un client lui confie, eh bien, je crois qu'il ne doit pas accepter le mandat. J'ai toujours, et très jeune déjà, été très intéressé par à la fois ce qui se dégage du beau, ce qui se dégage du juste. Et voyez-vous, on peut établir des parallèles entre le métier d'avocat et le métier d'écrivain. D'abord, ce sont deux métiers littéraires, si vous me permettez l'expression, deux métiers en rapport avec le livre. Il y a un exemple célèbre, célébrissime, celui de Stendhal. Vous savez que Stendhal disait qu'il lisait le Code civil régulièrement pour avoir un style aussi précis et aussi pur que possible. Il y a aussi une volonté de déchiffrer la réalité. Il est évident que dans le cadre du métier d'avocat, l'analyse s'arrête à la réalité des faits. Et à partir de ce moment-là, nous devons examiner quelles sont les dispositions légales qui s'appliquent. La question, évidemment, étant tout à fait différente sur le plan littéraire, dans la mesure où l'entreprise d'analyse ou l'entreprise de déchiffrement, évidemment, va plus loin, dans la mesure où il y a toute la dimension de fiction qui devient importante. Tout au long de votre parcours, des gens vous ont influencé pour choisir le métier d'avocat, vous ont conseillé aussi pour l'écriture. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Jean-Louis Lebas, professeur de théologie à l'université de Neuchâtel, et je me souviens d'une jolie anecdote. À la fin de mes études de droit, je n'étais pas très sûr de poursuivre, et je me demandais si je ne me dirigerais pas vers une vie religieuse. Et je disais à Jean-Louis Lebas, vous voyez, au fond, peut-être que ma vie est de vivre dans un milieu servitique, dans un milieu monastique. Et le professeur Jean-Louis Lebas avait une remarque, c'est un homme de bon sens, Jean-Louis Lebas. Il m'a dit simplement ceci: Dieu veut d'abord que vous gagniez votre vie. Je me souviens de Patrice Bruno Wildabert, de l'abbaye cistercienne d'Autrive, qui lui alors a joué un rôle important sur le plan purement littéraire. Nous étions en correspondance pendant plusieurs années. Je ne savais pas si je voulais faire de la poésie, du récit, du roman, de l'essai. Et il m'avait répondu assez rapidement en me disant « Mettez-vous à la poésie, mais il faut vous y mettre tout de suite ». 10 ans après, un cher ami, père jésuite, vivant à Paris, le père Xavier Tiette, a très bien senti que l'univers purement poétique ne me suffisait pas ou ne me suffirait pas tôt ou tard, et que j'avais un besoin de laisser vivre les embryons de personnages qu'il y avait dans mes poèmes, et m'a encouragé alors à aller dans la direction du récit et du roman. Vous nous avez invités chez vous, et là, on est arrivé directement dans votre bureau. Voilà, vous êtes dans mon bureau privé. Comme vous voyez, j'ai complètement dissocié l'activité littéraire de l'activité d'avocat. C'est l'endroit où je travaille, où je compose mes textes, qui est un endroit extrêmement tranquille.
en dehors de Neuchâtel, à quelques kilomètres de Neuchâtel, entre le lac et la forêt, plus près de la forêt que du lac. Alors, pour vous, c'est vraiment important que le lieu soit tranquille. Oui, c'est très important que ce soit tranquille, c'est très important que ce soit tranquille. Silence. Le silence, la solitude, mais la possibilité aussi de s'évader. J'ai la forêt à 20 mètres de chez moi, le lac c'est un peu plus loin. Pourquoi ce silence il est si important pour vous? Le silence est important pour la réflexion, pour la composition, pour le travail, mais je crois que pour toute œuvre de création. Vous êtes avocat, mais on voit qu'il y a de tout dans votre bibliothèque, des livres de psychanalyse, des romans, des livres de philosophie. C'est vraiment ce côté multiple de François Berger. Oui, mais je crois que les études de droit, et en plus, si parallèlement vous avez une activité littéraire, une activité d'écrivain, inévitablement, vous êtes plongé, vous êtes poussé, vous êtes amené à vous intéresser à des domaines autres que le domaine strictement littéraire ou le domaine strictement juridique. Et d'ailleurs, à propos du domaine juridique, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Giraudoux qui dit au fond que la plus puissante école de l'imagination, ce n'est pas la littérature, mais c'est le droit. Je ne sais pas si je peux lui donner raison. De femmes dans votre intérieur, sur ces peintures, sur ces photos, ces sculptures. Vous aviez besoin d'être entouré de tous ces modèles? J'ai besoin de la présence féminine, je dirais non forcément physique, quand bien même on ne peut pas nier son importance, mais je parle de cette présence spirituelle de la femme est une chose, je crois, qui est irremplaçable. Et voyez-vous, je me souviens d'avoir lu un très bel ouvrage du cardinal Journel, il y a plusieurs années de cela, qui parlait de la vie des moines, comme vous le savez, qui ont fait vœu de pauvreté, de chasteté. Et le cardinal Journet disait très justement, avec beaucoup de finesse, « Je pense que si les moines vivaient seuls dans leur cellule, sans la présence de la femme incarnée par la Vierge Marie, eh bien ils ne pourraient pas tenir. » Donc vous voyez à quel point, même dans une vie recluse de moine ou dans une vie de célibataire ne partageant pas sa vie quotidienne avec une femme, l'importance de celle-ci est grande. Le jour de la fin du monde est un jour comme un autre. Je travaille dans le pré. Je ne sens pas que je vais mourir. Je vois le ciel tout bleu et les oiseaux. Notre enfant chasse le papillon. La joie traverse mon sang. Il est encore difficile de croire en Dieu à chaque instant. À table, nous nous demandons comme toujours, « Qui es-tu, toi, qui vis avec moi ?» Et parfois nous avons peur. Et tous ceux qui attendent un grand bouleversement de sang et de feu sont déçus. Le jour de la fin du monde est un jour comme un autre. Si vous lisez mes textes, vous vous apercevrez que les premiers textes sont des textes extrêmement courts. Pour mon premier livre de poésie, au fond, la structure des poèmes est très très courte, ressemble un peu au haïku japonais, et progressivement, on voit les textes devenir plus longs. Et donc, j'ai passé de la poésie en poèmes courts à des poèmes en prose, pour ensuite évoluer au récit et au roman. Je ne pense pas avoir quitté la poésie, je pense rester dans la poésie, simplement en travaillant sur un champ narratif, sur un champ historique, c'est-à-dire avec une évolution et des développements. Et vous savez, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, c'est la phrase du grand poète français Yves Bonnefoy, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, disant « Tout poème recèle en son fond un récit. » Et progressivement, ces récits se sont développés et ont fait éclater, si vous me permettez l'expression, le cadre poétique. Ça ne signifie pas que c'est la fin de la poésie, cet éclatement. Il y a beaucoup de lettres sur mon bureau. Ma secrétaire a dû venir les apporter ce matin. Et je vais ouvrir la fenêtre qui donne sur une petite place, sa fontaine et son arbre très haut. Des enfants jouent avec rien. B, un jour, y était à vélo. Les oiseaux chantaient. Ils chantent maintenant, et ils chantent toujours. Le chant, comme le bonheur, est éternel. Je ne les entends pas durant le travail, ou si peu. Il me semble que Francesca va arriver d'un moment à l'autre, et ce ne serait pas la première fois. Elle a mis une robe, comme pour aller danser. C'est pour me faire plaisir, et B l'accompagne. Tous les trois, nous faisons une fête. On croyait B disparu, on s'attendait au pire. Les oiseaux entrés dans mon bureau ont peur, mais peur d'autre chose, de notre grande joie, qui n'est pour eux qu'un geste de lutte.
N'oublions pas que lorsque l'on compose un texte, progressivement le personnage prend de l'épaisseur, nous habite, et au fond commence progressivement à réclamer son autonomie, et il a une vision du monde, et je fais toujours cette expérience en cours d'élaboration du travail créatif, en cours de processus de narration. À un moment donné, il y a des choses qui ne passent plus, c'est-à-dire je me dis, tel personnage, il fait ça, ou il dit ça, et je m'aperçois qu'il ne peut pas faire ça, ou qu'il ne peut pas dire ça. Donc, il a déjà une personnalité. C'est peut-être une des grandes difficultés en littérature, c'est de créer le personnage qui n'est pas nécessairement vous-même, auquel vous n'attribuez pas nécessairement vos qualités et vos défauts, mais où vous devez composer avec des défauts que vous inventez ou que vous lui attribuez. Venant de loin la cloche d'une église, 5 heures, je ne veux plus me rendormir. Je n'entends pas la respiration d'Aïcha. Je devine sa longue chevelure et un trait de sa bouche. Avant le lever du soleil sur Marrakech, la voix du muezzin s'envole de la grande mosquée de la Koutoubia, Allah Akbar, une voix humaine pour rappeler qu'il est le plus grand, une voix traversant la ville qui passera progressivement du noir au rouge, les mêmes paroles dans tout le monde musulman. Depuis ma rencontre avec l'islam, nos carillons n'éveillent plus de sentiments religieux en moi. Mais je cherche à comprendre ce grand besoin de foi et de croyance qui anime l'humanité depuis le tout début, lorsque la parole n'était encore que cris et gestes. Il faut toujours avoir dans mon cas en tout cas, une idée de départ, une image de départ qui est un élément catalyseur à partir duquel on travaille. J'ai moi-même vécu une situation avec ma mère en 1956 où les réfugiés hongrois se trouvaient dans un camp dans le haut de la ville de Neuchâtel et mon père avait dit à ma mère, écoute, ces gens n'ont rien, amène nos habits. Et j'ai accompagné ma mère, et ce qui m'a énormément surpris, c'est que ma mère, donnant ses habits, les habits de mon père à ces réfugiés, à un moment donné, dans la valise, il y avait les habits de mariage de mes parents. Le costume de mariée de mon père, la robe de mariée de ma mère, et ma mère, devant moi, a remis à ces réfugiés hongrois également sa robe de mariée et le costume de mariée de mon père. J'étais très impressionné, et c'est une image qui pour moi est une image forte, qui m'a beaucoup frappé, et qui est le point de départ du livre auquel je travaille maintenant depuis quelques semaines. Vous nous avez emmenés dans le port de Neuchâtel, un endroit que vous aimez particulièrement. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'années que je viens régulièrement ici, mais pas dans le port pour rester dans le port. Je prends le bateau et j'adore faire des promenades en bateau. Remarquez qu'il y a une particularité du port de Neuchâtel qui est unique en Suisse. C'est un des seuls ports qui entre dans le cœur de la ville. Il est superbe, il est tout en pierre, mais je crois que c'est cette particularité aussi qui est touchante, c'est que le port est au cœur de la ville. Et ensuite, je prends le bateau, promenade sur le lac, un lac magnifique par ailleurs, qui a une particularité, sans être trop audacieux, je dirais qu'on pourrait faire un parallèle au fond avec la Méditerranée. Ce qui est très touchant aussi, et ce qui me plaît beaucoup dans ce lac, c'est son calme. Bien que le lac puisse être extrêmement agité, mais je veux dire au niveau de la visibilité qu'il donne, des paysages que l'on peut y découvrir. Il y a quelque chose, j'irais jusqu'à dire, d'extrême oriental dans le lac de Neuchâtel. Si vous observez les petites collines de la région de Chevroux, de Port-Alban, de Cudrefin, vous ne pouvez pas ne pas penser, me semble-t-il, à des peintures chinoises. Neuchâtel, on le voit, c'est votre lieu d'inspiration, mais c'est aussi vos racines. Vous êtes donc le descendant de plusieurs générations d'avocats neuchâtelois, des avocats qui pour eux-mêmes étaient protestants. Et vous êtes devenu catholique. Je tiens à dire ceci. D'abord, je ne viens pas d'un milieu protestant au sens strict, étant donné que ma mère est de religion catholique romaine. Ma sensibilité, même déjà comme enfant, était plus proche, se trouvait mieux en harmonie avec la sensibilité catholique. Mais je n'ai pas voulu que le choix d'entrer dans l'Église romaine soit vécu, non seulement pour moi, mais également pour mon entourage, comme une rupture d'avec le protestantisme que je ne renie nullement et que je respecte et que j'aime toujours. Et dans ce sens, je tenais, et le prêtre l'avait accepté, que soit lu au moment de cette première messe en tant que catholique, un texte de Luther. Qu'est-ce qui vous interpelle autant dans le christianisme? Je crois que c'est d'abord et avant tout la personne de Jésus de Nazareth. La personne de Jésus de Nazareth
les propositions existentielles de Jésus de Nazareth, l'Évangile. J'ai toujours ce sentiment et même cette conviction que l'Évangile, si vous me permettez cette expression, au fond, reste toujours la loi du futur. Au fond, l'Évangile est toujours devant nous, il reste toujours à accomplir. Alors on peut comprendre une certaine désolation chez certaines personnes se disant, mais au fond, qu'a fait l'Église? Regardez ses erreurs. Alors, elle a certainement fait beaucoup d'erreurs, mais les Églises ont aussi fait beaucoup de choses très, très positives. Et là, je m'exprime plus comme juriste. Tout le droit moderne puise ses fondements dans l'Évangile et les belles notions de dignité des droits de l'homme, de respect de la personne humaine, se trouvent déjà leur fondement et leur existence dans l'Évangile de Jésus de Nazareth. Dernièrement, je me trouvais à Vienne, au jour de l'Épiphanie, et j'ai eu la chance d'assister à une messe célébrée par le cardinal archevêque de Vienne, Schönborn. J'étais très impressionné de voir, au fond, cet homme progressivement, de son statut de cardinal, prince de l'Église, devenir rejoindre progressivement la simplicité. Progressivement, il abandonne la crosse, la mitre, son chapeau de cardinal, pour, au moment de la communion, au moment de l'élévation, se situer au niveau des autres prêtres, être un parmi les autres, tout cardinal qu'il reste. Vous êtes un personnage atypique, aux multiples facettes, écrivain, avocat, mais aussi un peu réactionnaire ou conservateur, on ne sait pas, vous restez religieux. J'essaye de vivre le mieux possible le temps dans lequel je suis. Je ne suis pas, si vous voulez, je ne me sens pas en décalage fondamental avec mon époque. Je trouve qu'il y a beaucoup de très belles choses dans notre époque. Je ne pense pas que c'est un temps de fin d'amour concernant alors que certains peuvent le penser. J'écoutais une très belle émission de radio il y a quelques jours et un écrivain disait, et ça m'a beaucoup touché, il disait « Les gens disent aujourd'hui, il n'y a que des drames, tout va mal, les gens divorcent, etc. » Et au fond, je vais dans les aéroports, et j'en fais cette expérience aussi, je vois des couples qui s'embrassent, des gens qui s'aiment, et lorsqu'il y a eu ces catastrophes de septembre, il y a quelques années, que nous connaissons tous, eh bien, que disaient les gens se trouvant dans les avions et qui savaient qu'ils allaient trouver la mort quelques minutes après? Eh bien, c'était à leurs conjoints, à leurs conjointes, à leur famille, à leurs enfants, des messages d'amour. Donc il y a beaucoup d'amour encore qui est dans ce monde et c'est une raison d'espérer pour celui-ci. Passerelle touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Ne ratez pas notre prochaine émission le 8 février prochain, consacrée à la vision que peuvent avoir nos jeunes de la solidarité. À bientôt.